Donc voici la deuxième partie de l'étude que nous avons fait donc, entre Sandrine, Mathilde Hervieux, je voulais le rappeler, et Gérard Pogorel qui ont contribué à cette étude. Donc la deuxième partie, donc on s'est laissé ce matin sur la définition des écosystèmes multi-acteurs et multi-produits, avec notre définition de l'écosystème comme une communauté d'acteurs qui co-construit un destin commun. Et donc là, ce destin commun, on va essayer de comprendre qu'il naît à l'intersection de l'identification du bon sujet, du choix des bons partenaires et d'une organisation précise. Identifier les bons sujets technologiques, oui, mais pour servir quelle priorité? On l'a entendu avec Geoffroy Boucault, la performance, ce qu'on va appeler, nous, la compétitivité. Donc tous les écosystèmes qui ont été présentés aujourd'hui répondent à des exigences fortes de compétitivité et vont essayer de transformer, de rééquilibrer les rapports de force pour passer d'une dépendance subie à ce qu'on appelait ce matin une interdépendance choisie avec des partenaires de confiance. Et donc il va y avoir plusieurs types d'écosystèmes qui ont été présentés tout au long de la journée. En gros, on pourrait résumer les écosystèmes selon trois formes précises. Un écosystème d'innovation technologique dont la priorité va être d'innover sur les technologies critiques de la souveraineté numérique. On a parlé beaucoup d'intelligence artificielle, de cloud, d'edge computing, d'objets connectés, etc. On a eu trois exemples parfaits d'écosystèmes d'innovation technologique: Sinclair, Cortex et Docapos Inria, chacun à leur manière. Donc innover, donc travailler la compétitivité sur l'innovation technologique au périmètre de l'industrie avec Sinclair par exemple, en interaction très forte avec les meilleurs académiques mondiaux. Donc Marco Herman est dans la salle aujourd'hui, donc interaction entre Thales et le Mila par exemple, dirigé par Joshua Benjo au Canada. Et enfin l'écosystème d'Ocapos Inria, très riche, et va travailler la compétitivité pour bâtir un numérique de confiance au service des produits de la Poste, des entreprises et des citoyens. Une deuxième forme d'écosystème, on passe de l'écosystème d'innovation technologique à ce qu'on appelle un écosystème d'affaires. Et donc là, l'objectif va être simplement, c'est un objectif ambitieux, mais de développer des services numériques afin d'accélérer la mise sur le marché des innovations technologiques que les grands groupes ou les startups peuvent créer. Deux exemples parfaits, Village by CA et Future for Care, chacun à leur manière, un accélérateur d'innovation technologique pour tout type de service avec le Crédit Agricole et Village by CA, et Future for Care, un accélérateur d'innovation technologique au service de la e-santé, santé à distance, etc., etc. Et enfin, nous avons une troisième forme d'écosystème qui a été présentée tout au long de la journée, des écosystèmes qu'on va appeler hybrides, qui sont un mélange entre l'innovation technologique et le service aux consommateurs et aux entreprises, avec deux formes qui sont très bien identifiées, qui ont été très bien décrites: Software et public, la compétitivité technologique au service du business de la mobilité. Et enfin Valeo, Geoffroy Boucault nous a expliqué comment il hybridait l'innovation technologique de Valeo pour l'adapter au local avec ce qu'on appelle des stratégies locales que Sandrine va décrire. Le deuxième élément fondamental, donc on quitte donc le premier élément, c'était le choix du sujet. Le second élément qui est central pour déterminer le succès des écosystèmes, c'est bien entendu choisir des partenaires de confiance. Un écosystème, on l'a vu, c'est une communauté d'acteurs, donc il va falloir accepter d'être en interdépendance et d'ajuster en fait des objectifs communs, de partager des connaissances. Et donc il va se falloir déterminer les règles de collaboration entre les partenaires. Et donc là également, on a deux formes particulières pour organiser ces écosystèmes. Un écosystème qu'on appelle avec une entreprise pivot, c'est typiquement l'écosystème décrit par Village by CA, donc le Crédit Agricole va organiser les relations entre les partenaires, et un écosystème plutôt de type intégré, où on va mettre en commun, définir à la fois les équipes, la R&D, les stratégies, la vision commune. Donc Software République répond tout à fait à cet écosystème intégré. Mettre en place des règles de gouvernance, ça ne suffit pas. Il va falloir animer de manière très intelligente ces collectifs. Et donc, Sandrine va nous décrire les quelques règles pour animer ces collectifs. Merci David. Vous l'avez tous souligné tout au long de cette journée. Un écosystème, c'est une communauté qui partage un destin commun.
Une communauté, ça veut dire des collaborateurs, ça veut dire des partenaires qu'il faut motiver, pour lesquels il faut créer une cohésion, créer de la confiance, la renouveler sans cesse pour justement co-agir ensemble, co-décider et puis aussi partager la valeur et les ressources qui sont créées au sein de cet écosystème qui, rappelons-le, est plus qu'un partenariat. Alors, comment faire finalement dans cet écosystème que nous avons pu étudier grâce à vous? On a cru déceler un petit peu des manières d'envisager cette cohésion de la communauté différente. D'une part, en parlant de l'objectif. Finalement, on a des écosystèmes qui vont fédérer une communauté autour d'une valeur ou deux valeurs partagées. Par exemple, DocaPost, en affirmant que ces valeurs sont ce numérique de confiance, ce numérique éthique à l'adresse d'usagers qui vont pouvoir faire le choix singulier de ces services numériques éthiques. Et donc, finalement, toute la communauté créée ici va le faire autour de cette conception, de cette vision du service numérique. Et puis, je dirais, à l'opposé, sans que ce soit évidemment exclusif, vous avez aussi des communautés qui se bâtissent sur une ferveur très business. Comment on accélère sa prise de position sur des nouveaux marchés, comment on accélère sa transformation pour répondre à la mutation des marchés. Là, on est plutôt autour d'une communauté business, comme par exemple Software République ou Valeo. Alors, avec qui est-ce qu'on compose ces communautés? Là aussi, il peut y avoir différentes conceptions des choses qui, évidemment, sont liées aussi à l'objectif que l'on poursuit. On peut décider de construire une communauté avec des collaborateurs qui sont des pairs, qui se ressemblent, qui partagent le même profil, qui partagent la même expertise. Et là, l'idée de l'écosystème, ça va être d'accélérer par le nombre sa capacité à être plus compétitif, à être plus rapide, à être plus efficient. On a ici, par exemple, la communauté formée par Sinclair, qui va aller chercher à la fois chez EDF, chez Thales et chez Total Energy, des chercheurs qui vont tous ensemble travailler au même objectif. Et puis, on peut choisir une communauté où on va aller chercher une sorte de choc de culture. Par exemple, ce qui a présidé au village Baïséa, ça a été finalement de créer une friction positive entre des collaborateurs du Crédit Agricole et le monde, la culture, le profil, les modes de travail, les idées du monde de la start-up, fintech et autres. Donc là, on cherche de la diversité, on cherche de la complémentarité. C'est aussi le cas de Valeo, par exemple, avec cette implantation très locale. Une fois qu'on a décidé avec qui, il est extrêmement important de savoir où, à quoi ressemblent finalement ces écosystèmes. On peut avoir des écosystèmes qui sont extrêmement concentrés, avec une unicité de lieu, ça veut dire un même territoire, ça veut dire un même immeuble, ça veut dire des mêmes bureaux, ça veut dire une même équipe qui va animer cette communauté pour là encore renforcer la cohésion et le sentiment d'être vraiment une communauté supplémentaire par rapport à son entreprise d'origine. Et puis on peut, à contrario, vouloir créer des réseaux beaucoup plus dispersés, beaucoup plus éclatés, un archipel finalement de petits écosystèmes locaux qui, évidemment, tous peuvent rentrer en synergie à un niveau plus général, par exemple Valeo ou le village Baïséa. Et ces territoires peuvent être choisis comme étant des territoires familiers, des territoires sur lesquels les acteurs de cette communauté sont déjà implantés, des territoires qui sont considérés comme des territoires alliés, des territoires historiques, culturellement très proches, ou alors ça peut être l'occasion d'aller finalement explorer des territoires entre guillemets inconnus. Et là aussi, c'est ce que nous proposait par exemple Geoffroy Boucaud il y a quelques minutes. Finalement, comment s'implanter au plus proche de l'usager, au plus proche des acteurs qui travaillent les technologies pour servir ces usagers, alors que c'est un territoire qu'on maîtrisait probablement beaucoup moins, ou en tout cas beaucoup moins vite, en arrivant de plus loin. Alors, rappelons-nous pourquoi on fait tous ces efforts autour de cette construction d'une communauté de destin technologique et économique, parce qu'on cherche à diminuer la fuite de valeur, on cherche à créer un récit qui est attractif et qui a du sens, et puis on cherche évidemment à attirer et à fidéliser des compétences. Rappelons-nous que le problème de la fuite de valeur, c'est cet usage qui se déplace et qui aujourd'hui crée la valeur. Alors, comment vos écosystèmes répondent
à cette fuite de valeur? Eh bien, en proposant des écosystèmes qui sont extrêmement customer centricity. Quand je dis customer centricity, ça veut dire que tous les efforts de technologie sont adressés à l'usager final ou alors aux collaborateurs, à l'industrie de l'entreprise. Par exemple, c'est ce sur quoi insiste beaucoup Marco Herman chez Cortex. Des efforts de recherche, oui, mais avec un transfert le plus fluide et immédiat possible sur le site industriel. Au-delà de la customer centricity, ça veut dire aussi une stratégie locale, c'est-à-dire une vision, une ambition globale, mais qui va aller s'animer et s'incarner sur des territoires. On a là ici toutes les stratégies du Village Baïséa ou de Valeo. Le défi numéro 2, c'est finalement ce récit dont les écosystèmes s'emparent à nouveau pour donner de la voix, pour être audible, pour être présent. Pourquoi? D'abord parce que cet écosystème permet de travailler plus efficacement un récit alternatif, singulier, différenciant de ce qui est proposé par notamment les géants du numérique et leurs écosystèmes multiproduits que l'on a décrits ce matin. Et puis c'est aussi une manière finalement de créer un récit qui sera aligné avec des visions politiques, notamment de politique publique, qui peuvent évidemment énormément soutenir ces efforts de création d'écosystèmes. Et puis enfin, le dernier défi, qui n'est pas le moindre, comment est-ce que l'on s'attaque au problème du déficit de compétences, des compétences qui sont rares, qui sont extrêmement disputées, des compétences aussi qu'il faut transformer auprès des collaborateurs qui sont déjà dans ces entreprises. Là encore, l'écosystème peut nous aider, d'une part en donnant de la voix, c'est ce que nous explique Sinclair, par exemple, en disant que ce laboratoire de recherche permet d'accélérer les publications, permet d'être plus visible sur la scène de la recherche et globalement sur le marché de l'emploi, et donc d'être par cela même plus attractif. Et puis évidemment, on a donné de la voix. Maintenant, ces écosystèmes sont peut-être aussi une manière de se rendre plus désirables, d'attirer plus de nouvelles compétences, de fidéliser aussi ces nouvelles compétences. Et là encore, cette construction de communauté de destin peut être tout à fait intéressante. En conclusion, rappelons-nous un petit peu la définition que nous avons souhaité donner à ces écosystèmes qui sont au service de la compétitivité des entreprises et de la souveraineté technologique. Un destin commun, grâce à une communauté d'interdépendance choisie entre des partenaires en qui on a confiance pour adresser le sujet critique de cette communauté multi-acteurs. Mais peut-être que la première étape, avant de parler d'écosystème, c'est de se poser la question de la mesure de cette souveraineté. Oui, et on partage une conviction assez forte à Télécom Paris et dans les équipes de NetExplo qui pourrait se résumer par la phrase suivante: ce qu'on ne mesure pas n'existe pas. Et donc le premier travail qu'on propose à partir de l'année prochaine est précisément de mesurer cette souveraineté technologique, de mesurer l'indépendance et l'interdépendance vis-à-vis d'acteurs et de technologies. Et donc on propose en fait de réfléchir à la définition d'une mesure et d'un diagnostic de cette souveraineté des entreprises et des écosystèmes. On vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi.